Eh bien, bonsoir, encore très nombreux. Ça nous fait vraiment très plaisir de vous voir ce soir. Et pour la dernière conférence de cette année. Alors avant, je vais vous donner un petit avant-goût de ce qui se passera l'année prochaine. Donc les conférences publiques reprennent dès septembre 2001 jusqu'en juin 2002. Nous avons déjà eu quelques réponses. Et je peux déjà afficher à peu près les quatre premières conférences entre septembre et décembre. Alors ça commencera le 11 septembre parce que nous avons voulu quand même que vous donniez un petit peu le temps d'arriver. Ce sera Reynald Pin qui parlera de l'accélération de l'expansion de l'univers révélée par les supernovas. Et donc reparlera de la fameuse constante cosmologique lambda qui revient tout à fait d'actualité en ce moment. Ensuite, le 2 octobre, ce sera Jean-Pierre Bibring qui parlera d'énergie, d'environnement. Donc là, c'est de l'astrophysique, mais là, on revient sur Terre pour poser la question, l'homme saura-t-il demeurer sur Terre? Donc Jean-Pierre Bibring est astrophysicien, il enseigne à Paris-Sud à Orsay. Le 6 novembre, ce sera Jean-Marc Bonnet-Bidot, que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'il écrit très souvent dans Ciel et Espace. Il est astrophysicien au CEA et nous parlera de Sirius, une étoile que les Dogons, le peuplade du Mali, pour lesquels cette étoile a vraiment une importance tout à fait capitale. Et enfin, le 4 décembre, mardi 4 décembre, avant le Big Bang, donc par Thibaut Damour, physicien théoricien qui enseigne à l'Institut des hautes études scientifiques. Voilà. Mais ce soir, donc, comme je vous l'ai dit, c'est Jean-Pierre Luminet qui va nous parler, pas seulement de son livre, il vient d'éditer un livre paru chez Fayard qui s'intitule L'univers chiffonné. Donc, il va nous parler à travers ce livre de tout son travail qu'il a déjà entamé depuis plus d'une dizaine d'années sur ce sujet. Jean-Pierre Luminet travaille à l'Observatoire de Meudon, je crois que je n'ai plus besoin de ça. Il travaille dans un nouveau laboratoire qui s'appelle le LUT. Laboratoire, alors il faut que je me souvienne, laboratoire de l'univers et de ses théories, c'est cela, voilà. Tu n'en es pas le directeur, mais tu en maîtrises plusieurs arcs, plusieurs cordes, voilà. Et donc, écoute, ce soir, je vais te laisser parler. Eh bien, merci de m'accueillir et d'être si nombreux pour m'écouter parler d'un sujet qui, effectivement, me fascine depuis de très nombreuses années et puis qui a pris ces derniers temps le titre un peu étrange de l'univers chiffonné. Alors, qu'est-ce que ça cache? Il y a quelques années, je lisais dans un très beau roman de Nina Berberova qui s'appelle Le Mal Noir, un roman qui n'a bien entendu absolument rien à voir avec l'astrophysique. J'ai lu cette phrase tout à fait étrange. Non, je ne peux pas croire que les astres soient si loin. Des milliards d'années-lumière, cela ne veut rien dire. Un de ces jours, on découvrira qu'ils sont beaucoup plus proches et tout ce qui nous paraissait infini et immense deviendra petit et proche. Alors cette phrase a résonné étrangement avec des questions que je me posais déjà à cette époque, comme tous les cosmologistes se posent ce type de questions, sur la grandeur de l'espace et sur sa forme. Donc en fait, ce titre un petit peu mystérieux, l'univers chiffonné, cache une interrogation qui, pour ma part, remonte à une vingtaine d'années, mais c'est l'une des plus anciennes interrogations de la cosmologie, puisque les Grecs d'il y a 25 siècles se posaient également une interrogation fondamentale sur la forme de l'espace. L'une des premières, d'ailleurs, interrogations, l'un des aspects les plus simples et les plus populaires de cette question sur la forme de l'espace, c'est par exemple tout simplement de savoir s'il est de volume fini ou infini. Objet de débat d'abord philosophique, métaphysique, voire religieux au cours des siècles, qui aujourd'hui a acquis évidemment un statut plus scientifique, même si on n'a toujours pas la réponse à cette question, comme j'essaierai de vous l'expliquer. Donc, les artistes se sont également intéressés au problème de la forme de l'espace, comme le suggère le frontispice de ce séminaire. Vous avez sans doute reconnu une gravure du néerlandais Maurits Cornelius Escher, qui a beaucoup dessiné dans sa carrière des estampes étranges avec des perspectives déroutantes et nous donnant à voir des espaces aux formes étranges et qui déroutent nos sens. Donc, comme je vous le disais, en fait, ce sujet se rattache à l'interrogation plus générale sur la forme de l'espace. Alors, dès qu'il s'agit de parler de forme de l'espace, il y a un évident problème de langage qui se pose.
On ne peut parler de façon pertinente de la forme de l'espace qu'avec le langage de la géométrie, qui va évidemment être la branche des mathématiques qui va permettre de parler de la forme de l'espace. Déjà, encore faut-il définir ce qu'est l'espace. Vous savez qu'il y a eu de nombreuses conceptions philosophiques qui se sont succédées au cours des âges, donc je ne rentrerai pas dans cet historique, bien que passionnant, sur les conceptions sur l'espace. Je signale simplement par ce transparent initial, un petit peu complexe, pour montrer justement la complexité de la question sur la forme de l'espace, parce qu'elle se pose à des niveaux extrêmement différents, c'est-à-dire, on peut dire, on pourrait parler de niveau de résolution auquel on observe l'espace. On va utiliser bien entendu la géométrie pour plaquer un modèle mathématique sur l'espace que l'on veut décrire. Mais il est évident que l'espace macroscopique qui nous entoure, l'espace de la vie de tous les jours, l'espace dans lequel nous sommes plongés, dans lequel se trouvent nos villes, dans lequel se trouvent les planètes, etc., est avec une très très bonne approximation l'espace de la géométrie ordinaire, ce que l'on appelle l'espace euclidien, donc ce que j'appelle ici le niveau 3. Alors, le niveau macroscopique, c'est en fait un niveau qui va d'une échelle de distance peut-être de l'ordre de 10 puissance moins 15 cm jusqu'à une échelle de distance beaucoup plus vaste de quelques millions d'années-lumière par exemple, où avec une très bonne approximation, on utilise effectivement un espace plat pour décrire la structure géométrique de l'espace. Et il faut bien se rendre compte que 99,9% de la physique, toutes disciplines confondues, j'entends, se traite dans ce cadre formel, toute la mécanique classique, même la relativité restreinte, la physique du solide, la cristallographie, tout ce que vous voulez, la physique nucléaire se traite dans un cadre d'espace préétabli, qui est cet espace euclidien extrêmement simple, je dirais même simpliste, mais qui a été bien utile dans l'histoire. Alors vous savez tous sans doute, puisque vous êtes là, que vous vous intéressez à la cosmologie, qu'au début du siècle, il y a eu une théorie fondamentale de la gravitation qui explique, due à Albert Einstein, bien entendu, la théorie de la relativité générale, qui explique la gravité non pas en termes d'une force qui émane des corps massifs, mais en termes d'une courbure de l'espace-temps. Alors dès lors que l'on parle de courbure de l'espace-temps, il y a beaucoup de choses dans ces trois vocables, courbure, espace-temps. Déjà, espace-temps, ça veut dire que l'on passe à une conception plus riche que une simple conception d'un espace séparé et indépendant d'un temps, mais qu'on passe à une structure géométrique à 4 dimensions que l'on appelle l'espace-temps. Mais en plus, cet espace-temps, il est courbé par la présence de la matière, et la gravitation, comme vous le savez, s'explique par une manifestation de cette courbure, ce qui nous amène immédiatement à utiliser des géométries dites non euclidiennes, c'est-à-dire donc qui ne satisfont pas, bien entendu, les règles de la géométrie euclidienne, par exemple des géométries avec une courbure positive dans laquelle la somme des angles d'un triangle est supérieure à 180 degrés, qui est typique de la géométrie dite sphérique. Alors c'est le royaume, ce que j'appelle le niveau 2, c'est un petit peu comme si vous faisiez donc, en fait, un grand zoom en arrière et que vous appréciiez la structure de l'espace à grande échelle ou au voisinage de corps extrêmement massifs. Donc c'est le royaume de la relativité générale et de la cosmologie quand il s'agit de structures de l'espace à assez grande échelle. Et on peut dire qu'en fait, il y a des zones de l'espace à courbure forte, au voisinage par exemple de corps extrêmement condensés, extrêmement concentrés, étoiles à neutrons, trous noirs, où on a une courbure fortement variable. Donc vous imaginez l'espace un petit peu comme une sorte de tissu élastique, n'est-ce pas? Donc avec une concentration de masse extrêmement grande, le puits, c'est-à-dire la courbure creusée dans le tissu élastique de l'espace-temps est très importante. Et à l'échelle de l'univers global, on a plutôt une distribution homogène de la matière, c'est-à-dire uniforme. Les galaxies, les amas de galaxies ne se regroupent pas dans une région particulière de l'espace, elles sont réparties à peu près uniformément. Donc la courbure qu'elles engendrent est elle-même uniforme, c'est-à-dire constante et relativement faible. Donc au niveau de la cosmologie, on a des espaces de courbés, certes, mais courbés faiblement. Je vais évidemment avoir l'occasion de revenir là-dessus. Alors ça, ce sont les deux niveaux traditionnels dont on nous rebat les oreilles, enfin, c'est fort intéressant, mais ce qui est plus intéressant, parce que ce qui pose des questions encore non résolues, ce sont évidemment les deux extrémités de l'échelle, le niveau 1 et le niveau 4. Alors le niveau 4, je n'en parlerai pas aujourd'hui, peut-être dans quelques années, mais le niveau 4, c'est le niveau en fait de la structure possible de l'espace ou de l'espace-temps à extrêmement petite échelle, à l'échelle super microscopique, et c'est le royaume en fait de théories qui sont encore en cours d'élaboration, des théories notamment de gravité quantique ou d'unification des interactions fondamentales qui font intervenir
des modèles géométriques totalement nouveaux. Vous avez peut-être entendu parler du terme de théorie des supercordes, par exemple, ou des modèles à dimension d'espace supplémentaire. Eh bien, il y a énormément d'approches. Aucune d'entre elles n'est encore de façon certaine la bonne piste pour étudier ces phénomènes, c'est-à-dire la structure microscopique de l'espace, mais on peut se dire qu'à cette échelle-là, on peut penser que non seulement la courbure, mais également la topologie, c'est-à-dire la forme, l'organisation globale de l'espace, sont fluctuantes un petit peu selon les règles fameuses de la physique quantique, qui dit que les processus physiques, les variables physiques sont fluctuantes à très petite échelle. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le niveau supérieur de l'échelle, c'est-à-dire, imaginons que l'on prend le plus grand recul possible pour examiner la structure globale de l'espace et apprécier sa forme. Alors évidemment, ceci est un schéma extrêmement trompeur. J'ai pris une surface à 2 dimensions qui est plongée dans notre espace ordinaire à 3 dimensions, en particulier notre espace mental qui permet de visualiser les choses. On a l'impression que l'on peut sortir de l'espace pour en voir la forme de l'extérieur. Bien entendu, je vais vous parler de notre espace réel dans lequel nous sommes plongés et il n'est pas question de sortir de l'espace pour le voir. Ce serait une absurdité logique que de sortir de l'espace, parce que le terme de sortir, c'est un terme spatial et donc par définition, on ne peut pas sortir de l'espace. Mais toujours est-il qu'à l'échelle globale, eh bien, l'espace possède des propriétés géométriques qui sont non seulement des propriétés locales de courbure, c'est-à-dire, la géométrie va nous dire que l'espace est plus ou moins courbé au voisinage de masse, mais également des propriétés dites topologiques, par exemple la dimension de l'espace, le fait qu'il y ait des trous ou pas, ou des poignées. Ce genre de caractéristiques sont des caractéristiques qui sont indépendantes de la courbure et qui se relèvent donc d'une branche de la géométrie absolument magnifique et fondamentale qui s'appelle la topologie. Et donc c'est le royaume d'une discipline assez neuve, c'est-à-dire qui ne se développe vraiment que depuis un peu moins d'une dizaine d'années, qui est la topologie cosmique, c'est-à-dire l'application à la description de l'espace physique, c'est-à-dire donc à la cosmologie, bien des résultats remarquables obtenus par les mathématiciens dans la compréhension et la classification topologique des espaces tridimensionnels, des travaux qui ont été développés essentiellement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la topologie cosmique a eu un démarrage aussi lent, puisque au moment de l'élaboration des premiers modèles cosmologiques, par Friedman, par Lemaitre, Einstein, De Sitter, dans les années 1920-1930, la topologie était balbutiante, et donc on ne pensait pas, on ne pouvait pas, on n'avait pas les moyens de développer des théories très élaborées de topologie cosmique. Donc voilà, c'est ce sujet de topologie cosmique qui me fascine. Et donc vous voyez finalement que j'ai essayé de mettre les deux caractéristiques géométriques fondamentales, qui sont la courbure et la topologie. Je reviendrai tout à l'heure sur la distinction fondamentale qu'il y a entre courbure et topologie, une différence que tous les mathématiciens connaissent bien évidemment, et que curieusement, beaucoup de cosmologistes ignorent cette distinction, puisque pendant de très nombreuses années, l'habitude avait été prise de ne considérer que des propriétés de courbure de l'espace et pas du tout des propriétés de topologie. Alors pourquoi cette distinction est fondamentale? Eh bien parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la cosmologie scientifique, c'est-à-dire c'est la cosmologie relativiste, c'est-à-dire ce sont des solutions des équations de la relativité générale qui sont susceptibles de décrire la structure de l'univers à grande échelle, c'est-à-dire la structure de l'espace-temps. Eh bien en fait, quand on regarde de près, il est clair que la relativité générale est décrite par des équations qui s'appellent les équations d'Einstein, qui ne déterminent que la géométrie locale de l'espace-temps, ce qu'on appelle la métrique, c'est-à-dire la façon de mesurer des distances infinitésimales d'un point à un autre, et là on peut s'apercevoir s'il y a de la courbure ou pas, mais ne fixe absolument pas la forme globale de l'espace. Ce n'est pas dans les équations de la relativité que vous trouverez la réponse à des questions aussi simples que le volume de l'espace est-il fini ou infini. Je répète bien, vous ne trouverez pas la réponse dans les équations de la relativité générale, encore moins la réponse à des questions plus subtiles telles que est-ce que l'univers tridimensionnel est percé d'une certaine façon de certains types de trous, et quelle variante topologique l'espace cosmique a-t-il réellement adopté? Quand on fait de la cosmologie, on fait l'hypothèse assez justifiée que la matière et le rayonnement, c'est-à-dire le contenu énergétique, sont uniformément distribués dans l'univers. Autrement dit, les solutions cosmologiques de la relativité, les fameux modèles de Big Bang, sont dites localement homogènes et isotropes.
Cela a une implication directe sur le plan purement géométrique, puisque c'est la matière qui distribue la courbure. Ça veut dire que si la matière est distribuée uniformément, la courbure elle-même est distribuée uniformément. Donc, quand on fait des modèles cosmologiques standards, les plus simples, on fait l'hypothèse donc que les solutions cosmologiques, appelées les modèles de Friedmann-Lemaitre, ont des parties spatiales, on appelle ça des sections spatiales, puisqu'encore une fois, on travaille toujours avec des espaces-temps quadridimensionnels en relativité. Hein. Mais quand on regarde juste la partie spatiale, on appelle ça une section spatiale, on fait une tranche à temps constant. Les sections spatiales sont à courbure constante, puisque donc elles sont, c'est-à-dire à courbure uniforme. Donc cette courbure constante, ben, elle est soit de négative, soit de zéro, soit de positive. Donc il n'y a que 3 types de solutions géométriques de modèles cosmologiques que l'on appelle donc les modèles de Friedmann et Lemaitre. Alors j'ai essayé de rassembler dans un tableau l'ensemble des propriétés de toutes ces solutions, avec un certain nombre de paramètres qui étaient posés dès le début de la cosmologie relativiste, c'est-à-dire dès les articles de Friedmann et Lemaitre en 1922, 1924, 1927, 1931. Tous ces principes-là étaient déjà posés, mais c'est vrai qu'après 60 ans, pendant 60 ans, la cosmologie a oublié beaucoup d'aspects, a oublié la constante cosmologique, a oublié des hypothèses subtiles de Lemaitre et d'autres, notamment sur la topologie et d'autres aspects. Et donc on a oublié beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, donc, on revient à nouveau sur une vision plus saine de toute la richesse des modèles possibles, qui sont tous des modèles de Big Bang. Donc j'ai essayé de mettre ici les caractéristiques essentielles de ce qu'on appelle donc un modèle cosmologique, une solution de Big Bang, un modèle de Friedmann-Lemaitre. Il y a à gauche une colonne qui indique la courbure. Je vous l'ai dit, il n'y a que 3 cas possibles, puisqu'on a une courbure constante. Soit une courbure constante positive, auquel cas on a un espace dit de type elliptique. On a une courbure possiblement strictement nulle, auquel cas on a l'espace euclidien ordinaire, ou on a une courbure négative en chaque point, auquel cas on a un espace de type hyperbolique. En ce qui concerne maintenant, je vais passer d'abord à la dynamique, parce que c'est plus populaire pour l'instant que la topologie. La dynamique, eh bien, la dynamique, c'est en fait l'évolution du... Je n'ose pas parler de rayon de l'univers, car l'univers n'a pas forcément un rayon, on va appeler ça un facteur d'échelle spatiale. Vous prenez 2 points largement séparés de l'espace et vous regardez l'évolution de la distance qui les sépare au cours du temps. Vous savez que l'univers est en expansion, cela signifie que cette distance augmente actuellement au cours du temps. Maintenant, on peut se poser la question, on extrapole dans le passé ou on extrapole dans le futur, est-ce que ça a toujours augmenté ou est-ce que ça peut diminuer? C'est cela qu'on appelle la dynamique. Donc actuellement, nous sommes dans une phase d'expansion. Donc les modèles généraux de Friedmann-Lemaitre prévoient ces cas de figure que vous voyez là. Essentiellement, il y a 2 cas de figure, et en fait, l'un des cas se subdivise en 2. Les 2 grands cas de figure sont une expansion suivie d'une contraction, on va appeler ça un modèle fermé, ou une expansion perpétuelle, on va appeler ça un modèle ouvert. Ça se réfère au comportement temporel et non pas spatial. Un modèle fermé, il est fermé dans le temps, il commence un Big Bang, il finit un Big Crunch. Le modèle ouvert, il est ouvert dans le temps, il commence un Big Bang, même si on fait des modèles aujourd'hui qui essaient de se débarrasser du Big Bang, mais ça c'est une autre affaire, hein, très intéressante, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Un modèle ouvert, il est ouvert dans le temps, il commence un Big Bang et il est en expansion perpétuelle. Il y a 2 sous-cas possibles pour l'expansion perpétuelle. Soit cette expansion perpétuelle se ralentit constamment au cours du temps, ou soit elle s'accélère. Alors, le fait que ça puisse se ralentir ou s'accélérer, ça dépend d'un terme fondamental qui a été présent dès le début de la cosmologie relativiste, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle la constante cosmologique, qui avait été introduite par Einstein pour de mauvaises raisons, et qui après a trouvé, d'abord avec Lemaitre, puis beaucoup plus tard, 60 ans plus tard, des justifications théoriques pour justifier donc son existence réelle. Et il se trouve que cette constante cosmologique, elle se comporte comme une énergie, c'est-à-dire comme une quantité, par exemple comme la matière ordinaire, si vous voulez, hein, qui contribue à l'énergie totale de l'univers, mais en revanche, elle a un effet répulsif, alors que la matière a plutôt un effet attractif. Donc en fait, la constante cosmologique, elle va contribuer à l'énergie totale, et donc elle va contribuer au fait de décider si l'espace il est elliptique, euclidien ou hyperbolique, mais elle va considérablement changer le destin, la dynamique temporelle de l'univers. Alors, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de vous dire qui était fondamental, c'est qu'en fait, selon la théorie de la relativité, on va définir un paramètre
qui est le paramètre de densité d'énergie totale, toute forme confondue, toute forme d'énergie confondue. Matière visible, matière sombre, ordinaire, matière sombre extraordinaire, et puis d'autres formes d'énergie possibles, comme justement l'énergie du vide, puisque c'est aujourd'hui l'une des interprétations possibles de la constante cosmologique. Tout ça contribue dans ce facteur que l'on va appeler oméga. La théorie de la relativité nous dit que si oméga est inférieur à 1, on a normalisé ce paramètre à l'unité. On est dans un modèle hyperbolique. Si la constante est égale à 1, strictement égale à 1, on est dans un modèle euclidien. Pas la constante, excusez-moi, si la densité d'énergie. Et si la densité d'énergie totale est supérieure à 1, on est dans un modèle à courbure positive. Donc on a un lien absolu dans la relativité générale entre la densité d'énergie, toute forme confondue, et la courbure sous-jacente de l'espace. C'est déjà très fort comme lien. Hein, voilà. Mais on n'a pas la dynamique qui est là-dedans. Puisque dans la dynamique, on va s'apercevoir que maintenant, cela dépend des formes d'énergie qui contribuent au oméga total. Et en fait, on a un oméga, le oméga total. On va le décomposer en une partie qui provient de la matière ordinaire, toute forme confondue, visible, invisible, etc., plus une partie que l'on attribue à la constante cosmologique. Et ces deux facteurs jouent différemment sur l'expansion. Si ce facteur est grand, lorsque oméga m augmente, on a tendance à fermer l'univers. Et lorsque oméga lambda augmente, on a tendance au contraire à l'ouvrir. Parce que, je vous le disais, oméga m, c'est la gravité ordinaire qui a tendance à ramener les objets les uns sur les autres. Oméga lambda, c'est une sorte de pression négative, une tension qui a au contraire tendance à faire se dilater l'espace à très grande vitesse. Donc ces deux termes sont en compétition. C'est la raison pour laquelle, lorsque lambda est suffisamment grand, on a toujours un modèle ouvert et en expansion perpétuelle, quelle que soit la forme sous-jacente de l'espace. Alors si vous avez lu des livres de vulgarisation de cosmologistes, que j'espère, jusqu'au dernier bouquin, là, ce qui est le mien, on lisait en général, il y avait cette confusion entre les modèles ouverts, et fermés et les modèles finis ou infinis. Parce que le dernier point que je veux souligner, la dernière propriété de ces modèles, c'est la topologie. Et là, je n'ai mis simplement qu'un aspect très particulier de la topologie, la question du volume fini ou infini. Alors, il est vrai que les modèles sphériques à courbure positive sont tous finis, de volume fini, quelles que soient les topologies. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. L'exemple le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'hypersphère, c'est la généralisation tridimensionnelle de la sphère ordinaire, qui est un espace fermé, fini, parfaitement fini, de courbure positive. En revanche, il est inexact. Alors, donc, on a un espace ici qui est fini, qui peut être fermé si la constante cosmologique est nulle, mais qui peut parfaitement être en expansion perpétuelle et même accélérée, tout en étant fini spatialement. Hein. C'est justement ce qu'on lisait dans les livres de vulgarisation avant, c'était qu'il y avait une stricte coïncidence entre un modèle fini et un modèle fermé. En ce qui concerne les modèles euclidiens et les modèles hyperboliques, eh bien, la topologie va nous enseigner, enfin elle nous a enseigné déjà, qu'en fait il existe des variantes qui sont soit finies, soit infinies, aussi bien pour les modèles euclidiens que pour les modèles hyperboliques. Donc il n'y a aucune correspondance précise entre le caractère fini ou infini de l'univers et son caractère fermé ou ouvert, car tout ça dépend à la fois de la constante cosmologique, de la quantité de matière ordinaire et de la topologie globale de l'espace. Alors ça, c'est le panneau général de toutes les possibilités théoriques. Alors maintenant, quand on fait de la cosmologie, on va se confronter à l'univers réel, bien entendu. On fait des mesures, on essaie de déterminer la géométrie globale de l'espace pour avoir des contraintes sur ces paramètres cosmologiques, puisque vous voyez que les paramètres cosmologiques fondamentaux, c'est la courbure, c'est-à-dire qui va être donnée donc, par la somme de ces deux facteurs. C'est la dynamique, donc il va falloir avoir une idée de l'équilibre entre ces deux facteurs, et c'est la topologie globale. Alors, vous avez sans doute entendu parler des annonces fracassantes depuis un an sur les résultats sur la géométrie de l'espace, obtenus par diverses méthodes. Ici, j'en ai mis deux, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. J'ai mis les deux plus populaires, en tout cas celles qui ont donné lieu à le plus de communiqués de presse. Ce n'est pas forcément les meilleures, mais enfin, elles sont quand même pas mauvaises. Il y a des méthodes dites des supernovas, et puis des méthodes, ce que j'ai marqué boomerang, en fait, ce sont des méthodes d'analyse de la structure détaillée de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, bien entendu.
l'étude des anisotropies, c'est-à-dire des fluctuations de température d'un point à l'autre du ciel, de ce rayonnement qui nous vient du fond des âges, nous donne des indications très précises sur des paramètres locaux, c'est-à-dire sur des paramètres de courbure de l'univers, et notamment sur l'équilibre entre oméga matière et oméga lambda. Alors ici, c'est un tableau général qui donne donc toutes les possibilités théoriques en fonction de ces deux paramètres, la composante matérielle, densité d'énergie sous forme de matière, densité d'énergie sous forme de la constante cosmologique. Vous avez trois lignes critiques. Vous avez la ligne rouge qui sépare les modèles fermés et les modèles ouverts. En dessous de la ligne rouge, les modèles sont fermés car ils sont en expansion-contraction. Au-dessus de la ligne rouge, tous les modèles, tous ceux qui sont là, sont ouverts car ils sont en expansion perpétuelle. Vous avez la ligne noire qui sépare maintenant les trois possibilités, les cas purement géométriques sur la structure de l'espace. La ligne noire, c'est le cas strictement euclidien, courbure égale 0. En dessous, c'est courbure négative, c'est-à-dire les modèles dits hyperboliques, et au-dessus, ce sont les modèles à courbure positive dits elliptiques ou sphériques. Troisième ligne, la ligne verte, sépare les modèles qui sont en expansion perpétuelle ralentie ou un modèle en expansion perpétuelle accélérée. Donc il est normal de trouver la ligne vers les valeurs de la constante cosmologique assez élevées, puisque c'est cette constante cosmologique qui peut contribuer, enfin qui contribue même exclusivement à accélérer l'expansion cosmique. Eh bien donc, comme je vous le disais, il y a un certain nombre de moyens expérimentaux qui permettent de fixer des fourchettes de valeurs possibles pour ces paramètres cosmologiques. Supernova, analyse du fond diffus cosmologique, ces contraintes se croisent dans cette zone-là qui est en rose, c'est à peu près la zone qui reste aujourd'hui, la zone de valeur plausible qui reste donc aujourd'hui valable pour nos modèles, puisque c'est une zone qui est déterminée expérimentalement et qui suggère donc sans beaucoup d'ambiguïté, on est dans la zone qui est entièrement dans la zone d'un univers en expansion accélérée. D'accord ? En revanche, on est dans une zone qui entoure le cas de courbure strictement nulle. Donc en fait, ça inclut la zone d'espace de courbure positive et les espaces de courbure négative. Alors on a lu donc, et vous avez lu certainement dans la presse les gros titres, l'univers est plat, alors que donc en fait les mesures indiquent ceci. Les dernières mesures, les analyses détaillées d'expérience boomerang, c'est que la somme de ces deux paramètres, c'est 1.11 plus ou moins des barres d'erreur, et en faisant voir effectivement le minimum et le maximum de ces barres d'erreur, les trois possibilités restent possibles, avec une toute petite possibilité pour les espaces hyperboliques et la majeure partie des possibilités pour les espaces de type elliptique. Alors pourquoi dit-on que l'univers est plat alors qu'il ne l'est pas? Il n'a pas de chance de l'être, évidemment, d'être plat, pour quantité de raisons dans lesquelles je n'ai pas vraiment le temps d'entrer, mais éventuellement on pourra en parler dans les questions. L'une raison, je peux en dire trois mots, l'une des raisons c'est parce que les équations sont beaucoup plus simples, et l'autre raison c'est une raison théorique, qui vaut ce que vaut la théorie qui est derrière, c'est la fameuse théorie de l'inflation, qui est une théorie importée de la physique des très hautes énergies appliquée à l'univers primordial, qui est fondée sur des modèles de physique des très hautes énergies qui ne sont pas encore vérifiés et testés en laboratoire, mais malgré tout on les applique à l'univers primordial, c'est normal, hein, c'est la démarche normale du physicien théoricien, et cette théorie appliquée à la description de la dynamique de l'univers primitif implique une phase dite inflatoire qui aurait énormément gonflé l'univers et lui aurait donné une densité totale pratiquement égale à l'unité. Voilà. Donc c'est certains théoriciens qui sont partisans de ce modèle spéculatif de l'inflation tiennent beaucoup à ce modèle-là, et donc ils sont heureux de voir que le modèle inflatoire ne se trouve pas éliminé, se trouve conforté par les dernières mesures expérimentales, mais encore une fois, la balance actuellement penche du côté des modèles strictement sphériques et elliptiques. Donc ça, c'est un petit peu l'état actuel de nos conceptions sur la forme locale de l'espace, c'est-à-dire en fait sur sa courbure. Et donc en fait, comme je vous le disais, quand on parle de forme de l'espace, il faut bien distinguer deux propriétés géométriques fondamentales, qui sont la courbure, qui est une propriété finalement relativement locale, même si l'espace est à courbure constante, donc on peut généraliser la courbure à d'assez grandes régions de l'espace, mais également sa topologie. Alors c'est quoi exactement la topologie? Je vais simplement
une petite anecdote historique qui va vous raconter en peu de mots ce que c'est l'origine même de la topologie, cette discipline nouvelle des mathématiques qui fait abstraction en fait de la mesure des distances pour regarder d'autres propriétés de l'espace. Alors en fait, le problème s'est posé pour la première fois au XVIIIe siècle dans une ville de Prusse qui s'appelait Königsberg, qui avait cette structure-là. Vous voyez le plan de la ville avec les bras de la rivière Pregel qui se divisaient en un certain nombre donc, de bras différents, et il y avait 7 ponts. Et les Prussiens oisifs, les aristocrates de la ville, etc., qui se passaient leur temps à se promener dans cette ville, se posaient une question, c'était une sorte de devinette dont personne n'avait la réponse. Est-il possible, en partant d'un point quelconque de la ville, que ce soit là ou là ou là ou là, de faire en un seul trajet de traverser les 7 ponts, sans jamais repasser 2 fois par le même? Eh bien, c'est un mathématicien, le fameux Léonard Euler, qui a trouvé la solution de ce problème. La réponse était négative. La structure, le plan de la ville faisait qu'il était impossible de passer une seule fois par chacun des 7 ponts. Et ce faisant, Euler faisait remarquer que pour la première fois dans l'histoire des mathématiques, on avait un problème qui était totalement indépendant des distances. C'est vrai, vous construisez ce plan-là sur un tissu élastique, vous le tirez dans tous les sens, à condition que vous ne fassiez pas de trous, que vous ne le découpiez pas, etc., le problème reste strictement inchangé. Donc il est indépendant des distances, c'est un problème de pure topologie. Et donc ce magnifique problème résolu par Königsberg en 1636 a fondé 2 branches nouvelles des mathématiques qui se sont révélées fantastiquement fructueuses, la topologie, et puis un peu plus tard ce qu'on appelle la théorie des graphes, qui sont un moyen de représenter des relations entre points d'un espace qui ne sont pas des relations métriques, mais des relations de connexion et de connectivité. Alors, a priori, on se demande pourquoi ce genre de problème peut avoir avec quelque chose à faire avec la cosmologie, avec la forme de l'espace. Eh bien, parce qu'en fait, on s'est aperçu plus tard que pour comprendre les différentes formes globales possibles des espaces, c'est cette branche de la géométrie, la topologie, qui pouvait permettre de faire avancer les choses. Alors, pour bien enfoncer le clou et montrer la différence entre la courbure et la topologie, ça ne vous dérange pas que ce soit à l'envers, parce que de toute façon, vous avez reconnu le théorème de Pythagore. Vous avez ici un morceau de plan euclidien, c'est-à-dire un espace bidimensionnel qui n'a pas de courbure. C'est le plan euclidien, R2, on l'appelle. Normalement, donc, dans sa version naturelle, il est infini, comme vous le savez. Il est caractérisé par quoi sur le plan de la géométrie? Il est caractérisé par une absence de courbure. C'est un espace qui est plat, un vrai celui-là, hein, pas comme l'univers plat des cosmologistes. C'est un vrai espace plat. C'est-à-dire, on y a le théorème de Pythagore, et vous avez la formule du théorème de Pythagore qui vous dit que l'espace est plat, et ça marche dans tous les sens. Voilà. Alors maintenant, sur le plan, il a une deuxième propriété, qui est une propriété, c'est aussi de topologique, c'est-à-dire la structure globale de cet espace. Et bien, dans sa version naturelle, le transparent s'étend à l'infini. Donc, c'est une topologie naturelle du plan. Mais en fait, les mathématiciens, et vous le savez aussi sans doute, on a tous joué à ça une fois, ils ont découvert au XIXe siècle que l'on pouvait très facilement créer des variantes topologiques du plan, par exemple en découpant des morceaux et en les recollant. Exemple, donc, je découpe mon plan selon une immense bande, enfin de hauteur infinie et de largeur finie, et je vais considérer que j'ai les bords ici de ma bande, tous les points là sont les mêmes, strictement les mêmes, que tous les points du bord opposé de ma bande. Autrement dit, je fais une identification de points, c'est-à-dire je fais ceci, mon point P devient mon point P', QQ', et ainsi de suite. Donc je crée tout simplement un cylindre de longueur infinie. Eh bien, le cylindre, c'est un espace euclidien, c'est une surface euclidienne, vous êtes bien d'accord avec moi, le théorème de Pythagore, il est toujours valable à la surface du cylindre. Je serais une bactérie à 2 dimensions, un être plat vivant à la surface d'un cylindre, je ferai des mesures de géométrie locale, c'est-à-dire je mesurerai des sommes d'angles de triangles, je trouverai toujours 180 degrés, et je dirai je suis dans un espace euclidien. Pour s'apercevoir que je suis non pas dans un plan infini, mais dans un cylindre, c'est-à-dire avec une topologie différente, il faudrait que je fasse une expérience globale et non pas locale. Expérience globale, par exemple, que je me déplace en ligne droite, droit devant moi, toujours, et si je vais dans cette direction-là, un jour je m'apercevrai que j'ai fait le tour de l'espace, et que donc dans certaines directions, mon espace il est fini, alors que dans d'autres il est infini. Donc il y a quelque chose de nouveau par rapport au plan, qui n'est pas contenu dans la métrique, qui n'est pas dans le théorème de Pythagore, qui reste le même, et qui est dans la topologie. C'est ça, simplement, la différence entre la géométrie et la topologie, entre la courbure, pardon, et la topologie. Alors, vous savez que sans doute qu'on peut même continuer le jeu, c'est-à-dire couper le cylindre et identifier les 2 cercles qui restent. Je transforme ma surface en ce qu'on appelle un tore,
En fait, c'est une chambre à air, si vous voulez, la surface d'une chambre à air. Mais ce tore, il a la particularité, lorsqu'il est construit de cette façon, d'être plat. C'est-à-dire, il est plat en chacun de ses points. Il n'a pas de courbure. Et cette fois-ci, il est totalement fini. Il n'a pas de frontière, il n'a pas de limite, mais il est de surface finie. Donc un être plat évoluant à la surface d'un tore, il peut aller dans toutes les directions possibles, il reviendra toujours plus ou moins près de son point de départ, et en tout cas, il ne s'éloignera jamais indéfiniment de son point de départ. Donc c'est ce qui est illustré, par exemple, par ceci. Un rappel de ce que je viens de vous dire. Hein? Donc je pars d'un rectangle, un morceau de plan euclidien, je le coupe, je l'identifie, je crée ce tore plat, et si j'ai un être, une tortue par exemple, qui n'est pas tout à fait plate, qui circule sur ce plan, sur ce tore-là, elle va toujours en ligne droite, ce sont des droites, mais arrivé ici, ici ce n'est pas le bord de l'espace, puisque c'est le même point, elle continue, et elle continue indéfiniment, elle ne s'éloignera jamais de son point elle ne s'éloignera jamais indéfiniment loin de son point de départ. Donc elle est dans un espace fini fermé, tout en étant euclidien. Quand on va appliquer ça, et on va bientôt l'appliquer, après avoir fait un petit détour par 2-3 mathématiques assez simples, on va bientôt l'appliquer ces idées-là à la description de l'espace dans son ensemble. Au milieu de mettre des tortues, on met des galaxies. Vous avez 2 galaxies dans ce morceau de plan euclidien que l'on on identifie, que l'on transforme en un tore plat. Eh bien, en fait, ce qui va en ligne droite dans l'espace, ce n'est pas que les tortues, ce sont les rayons lumineux qui se déplacent un petit peu à la vitesse de tortue parce que 300 000 km par seconde, c'est très lent, compte tenu quand même de la taille de l'espace. Mais enfin bon, les rayons lumineux, ils vont en ligne droite, sauf qu'ils vont emprunter de très nombreuses trajectoires pour aller de la galaxie jaune à la galaxie rouge. Admettons que notre Voie lactée, ce soit la galaxie rouge, et on regarde une galaxie lointaine, qui est une galaxie jaune, il va y avoir un rayon lumineux qui va nous venir directement, puis un rayon lumineux qui va partir de l'autre côté, qui va faire le tour, le grand tour du tore, puis un rayon lumineux qui va faire le petit tour, qui va s'enrouler plusieurs fois, et ainsi de suite. Donc, du point de vue de la galaxie rouge, si je vis dans un espace torique, je vais avoir l'impression d'un espace qui est constitué d'une juxtaposition, c'est-à-dire d'une mosaïque du petit carré initial à partir duquel le tore est construit. Et dans chacune de ces mosaïques, je vais avoir les éléments qui se répètent, les objets célestes qui se répètent, qui vont engendrer donc toutes les trajectoires possibles de rayons lumineux. Donc vous voyez que dès lors qu'on va être dans une topologie non simpliste, on va appeler ça une topologie multiconnexe, on va avoir une démultiplication des trajectoires des rayons lumineux entre 2 points quelconques de l'espace, donc par exemple entre une source lointaine et nous, et donc on va être plongé dans une grande illusion d'optique qui va nous faire apparaître des images fantômes, des sources réelles. À 3 dimensions, par exemple, visualisons de façon très naïve un cristal cosmique euclidien, où en fait la structure réelle de l'espace, c'est ce qu'on appelle un hypertore, c'est-à-dire la généralisation tridimensionnelle du tore dont je vous ai parlé, c'est-à-dire au lieu de partir d'une feuille de papier et d'identifier les côtés opposés, on part d'un cube cette fois-ci, qui est un morceau d'espace euclidien à 3 dimensions, on identifie les faces opposées, 2 par 2, on engendre un espace qui reste euclidien en chacun de ces points et qui est totalement fermé sur lui-même, et que l'on appelle donc l'hypertore. Voilà. Donc qui est représentable par ceci. Si on a une galaxie et des galaxies dans un hypertore, eh bien l'illusion d'optique que l'on aurait en vivant dans un hypertore, c'est en fait un univers cristallographique, un univers cristallin dans lequel en fait on a une répétition de ces galaxies. Voilà. Alors, à ce stade-là, vous pourriez dire, mais c'est évident, pourquoi aller plus loin? Parce qu'il est évident qu'on n'a pas observé de telles structures cristallographiques, etc. Oui, parce que les choses vont être beaucoup plus compliquées, puisqu'on va parler après d'espace-temps, et il va y avoir des effets temporels, c'est-à-dire ce que l'on va avoir, lorsqu'on va appliquer ces modèles à la cosmologie, on va avoir un cristal spatio-temporel, c'est-à-dire que les images multiples des objets vont être également décalées dans le temps et on ne les reconnaîtra plus nécessairement. Donc ça va être extrêmement difficile de faire la part entre l'illusion d'optique engendrée par un mirage topologique et la part de ce qui n'est pas illusion d'optique. Alors, juste 2-3 mots sur la classification topologique des espaces. De façon très générale, les mathématiciens ont démontré que tout espace tridimensionnel se décrit sur le plan topologique, j'entends, se décrit par la donnée de ce que l'on appelle le polyèdre fondamental, c'est-à-dire donc c'est une sorte de cellule de base qui va représenter l'essence, une partie de l'essence des propriétés topologiques. Donc un polyèdre, vous voyez, c'est une figure convexe qui est construite dans l'espace avec un certain nombre de faces qui ne sont pas nécessairement régulières, qui ne sont pas nécessairement toutes les mêmes. Ici, j'ai mis un polyèdre régulier bien connu, qui est l'icosaèdre.
Et puis, on va ensuite considérer que 2 par 2, on identifie, c'est-à-dire on va coller les points d'une face avec les points d'une autre face, mais par des transformations géométriques extrêmement compliquées, qui peuvent être beaucoup plus compliquées que les translations, par exemple. Et à partir de ça, donc, on va engendrer des formes et des formes et des formes, c'est-à-dire des topologies différentes d'espace. Exemple, on le fait pour l'espace euclidien tridimensionnel. On en trouve 18. Il existe 18 espaces euclidiens à 3 dimensions. Donc sur ce 18, il y a évidemment l'espace euclidien dont tout le monde a entendu parler, qui est infini dans les 3 directions. Il y a aussi l'hypertor, dont je vous ai parlé aussi, qui lui est fermé dans toutes les directions. Puis il y a des univers cylindriques, et puis il y en a qui sont fermés, pas orientables, etc. Donc grosso modo, ici je ne vous en montre pas 18, je vous en montre que 6 qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont à la fois fermés, c'est-à-dire de volume fini, et ils sont orientables, ce qui a certaines vertus en physique que je n'ai pas le temps de développer. Et grosso modo, les 2 cellules de Bâle différentes, c'est soit un parallélépipède, soit une cellule hexagonale. Et effectivement, on peut imaginer que l'on peut faire une mosaïque tridimensionnelle de l'espace euclidien normal, infini, en juxtaposant des blocs identiques, en les répétant à l'identique. Donc il existe 18 espaces euclidiens qui, a priori, sont tous valables pour décrire la structure de l'espace, si l'espace est euclidien. Donc, juste un exemple de l'illusion d'optique qui sera engendrée par un espace hypertorique, le plus simple des espaces euclidiens, le plus simple des espaces euclidiens fermés. On part d'un parallélépipède, on identifie les faces opposées, on visualise un objet qui est à l'intérieur. Alors, au lieu de mettre une galaxie, j'ai mis simplement un cube coloré, différemment sur chacune de ces 6 faces. Alors là, vous n'en voyez que 3, évidemment. Bien, si on vit maintenant dans cet hypertor, on regarde cet objet, on est soi-même un objet, on se regarde et on regarde un autre objet, on regarde le cube et on voit ça, démultiplié à l'infini en fait. C'est-à-dire on voit le cube sous toutes ses orientations et se répéter dans une structure effectivement cristalline, avec des effets de répétition. Voilà. Alors une analogie que je donne souvent, qui est un peu simpliste, mais qui donne quand même aussi quelques idées, c'est l'analogie de la pièce entièrement tapissée de miroirs. Le bon Dieu fait une expérience avec un astronome, il lui dit « Je vais te faire entrer dans une pièce, tu vas me deviner la forme de l'espace. » Alors l'astrophysicien dit « C'est très facile. » Alors l'astrophysicien il rentre dans une pièce toute noire. Alors l'astrophysicien dit « Je ne peux rien voir, j'ai besoin des rayons lumineux. » Et il a raison, parce que c'est les rayons lumineux qui tissent la forme de l'espace. Donc il a besoin d'un éclairage, bougies ou des galaxies. Bon Dieu lui dit « D'accord. » Il allume quelques bougies, il allume 3 bougies. Mais ce qu'il n'a pas dit à l'astrophysicien, c'est qu'il a entièrement tapissé la pièce de miroir. L'astrophysicien, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des milliers de bougies réparties dans toutes les directions et apparemment à des distances extrêmement différentes. Et l'astrophysicien s'écrie, évidemment, c'est très facile, c'est l'espace euclidien infini. Et il s'est fait donc tromper par une illusion d'optique, etc. Voilà. Donc c'est une analogie. Alors je ne suis pas en train de vous dire que si l'espace a une topologie bizarre, genre hypertor, il n'a pas évidemment des parois rafraîchissantes, il n'a pas des bords, etc. Mais sa structure globale se comporte comme s'il y avait des miroirs qui démultipliaient les rayons lumineux. Les rayons lumineux sont démultipliés par la forme, non pas par des parois et des miroirs, mais par la forme même de l'espace. Et donc, on peut plonger dans des illusions d'optique comparables à celles d'une pièce tapissée de miroirs. Alors là où c'est subtil, et je ne veux pas entrer dans ces subtilités, mais simplement pour vous donner un infime goût de la subtilité de la topologie, c'est qu'à partir, par exemple, d'une cellule fondamentale d'une forme donnée, par exemple, on prend l'un des plus beaux polyèdres réguliers, qui est le fameux dodécaèdre, 12 faces pentagonales, eh bien, selon la façon dont on marie les paires de faces 2 à 2, et selon le type de transformation géométrique qui servent à l'identification des points entre ces faces, on obtient à droite des espaces totalement différents. Par exemple, en partant de ce dodécaèdre et en considérant en fait que les faces opposées sont identifiées, mais après avoir tourné de 1/10 de tour, on obtient un espace qui, en chacun de ces points, est un espace de courbure positive qui a été découvert par le génial Poincaré au début du siècle. On appelle ça donc l'espace elliptique de Poincaré. Si on vivait dans un espace de Poincaré, on aurait l'impression de vivre dans un espace sphérique, ce qu'on appelle l'hypersphère ordinaire. Mais en fait, l'espace de Poincaré est 120 fois plus petit, son volume est 120 fois plus petit que celui de l'hypersphère. Mais on serait plongé dans une illusion d'optique, nous faisant croire que l'espace, c'est l'hypersphère. Et donc, par exemple, chaque source aurait 120 répliques fantômes. Mais si, en partant du même dodécaèdre, on identifie les faces opposées en les faisant tourner de 3/10 de tour, et par des transformations compliqué, que je n'écris pas ici, bien entendu, on obtient un espace radicalement différent qui, cette fois-ci, lui, il est hyperbolique en chacun de ses points, courbure négative en chacun de ses points. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu ce dessin avec des côtés un petit peu concaves et puis
des angles un peu pointus, hein, pour voilà, donner l'idée que c'est un espace hyperbolique. On appelle ça l'espace hyperbolique de Seifert-Weber. Voilà. Alors, tous ces espaces-là, il en existe une infinité, parce qu'on a réussi à les classer. Tous ces espaces-là, a priori, sont utilisables pour décrire la vraie structure de l'espace. Hein. Alors, donc, après, il va falloir trouver des moyens expérimentaux pour essayer de faire le tri entre les extraordinaires possibilités que nous offrent les mathématiques, confrontées maintenant aux données réelles. Est-ce qu'on peut mesurer la topologie de l'univers? Donc, la grande question maintenant. Parce que si on en arrêtait là, on ne sortirait pas des labos de maths. Et maintenant, quand on est dans les labos d'astrophysique, on compare avec l'univers réel. Alors là, vous avez un cliché bien connu. Moi, c'est un petit peu fatigué, je suis désolé, qui est le Hubble Deep Field. Vous voyez donc dans un champ extrêmement réduit. C'est un champ qui correspond grosso modo au chat d'une aiguille tendue à bout de bras. Et avec le télescope spatial derrière, vous voyez des dizaines de milliers de galaxies, de formes, de couleurs différentes, des distances différentes, ou en tout cas apparemment différentes, etc. On peut se poser la question, quand on a eu quelques aperçus sur une illusion d'optique possible engendrée par une topologie multiconnexe, est-ce que toutes ces images sont originales? Ou est-ce qu'il y a des images fantômes là-dedans? Est-ce que certains des objets lointains ne sont pas simplement des reflets d'une galaxie qui est plus proche, qui est soit dans le champ, mais soit tout à fait ailleurs dans le ciel, mais qui nous semble plus proche? Alors en fait, elles seraient à la même distance spatiale, mais elles seraient à des éloignements temporels différents. Donc l'idée de tester la topologie, c'est d'utiliser, comme je vous le disais, le fait que les trajectoires des rayons lumineux sont démultipliées entre deux points quelconques de l'espace. Alors encore une fois, de façon très pédagogique, je l'espère, je reprends l'exemple de mon... On n'est pas au concert ici. Je reprends l'exemple du plan. J'ai une source, un observateur. Si je suis dans un plan simple, j'ai un seul rayon lumineux qui joint la source et l'observateur, donc je vois une galaxie dans une direction donnée et je peux lui attribuer une distance. Maintenant, si je suis dans un espace multiconnexe, par exemple le cylindre, c'est cette feuille de papier, étant entendu que ces points-là sont les mêmes que ceux-là, puisque le cylindre, c'est cela. D'accord? Donc il existe cette fois-ci toutes les lignes droites qui partent de la source dans certaines directions et qui font le tour du cylindre pour faire des hélices de pas constants. Ce sont effectivement des lignes droites. Donc c'est des trajectoires possibles de rayons lumineux. Donc du point de vue de la source S, je vais voir arriver un rayon lumineux vert dans une autre direction. Un rayon lumineux, c'est le rayon qui a fait une fois le tour. Le rayon lumineux violet a fait 2 fois le tour, et ainsi de suite, une infinité de rayons lumineux qui auront fait une infinité de tours de l'espace. Donc finalement, j'ai l'impression de vivre mon espace apparent. C'est quoi? C'est celui-là en fait. L'espace physique, l'espace réel, c'est uniquement cette bande de papier dont les bords sont identifiés. Mais comme je vous le disais, le rayon lumineux qui fait une fois le tour du cylindre, en vert, il me donne l'impression d'une source qui est située là. Ce n'est jamais que la source fantôme de la source originale qui est décalée d'un cran en transposant tout le domaine fondamental d'un cran vers la gauche. Le rayon lumineux qui fait 2 fois le tour, je transpose de 2 crans le domaine fondamental et j'obtiens encore une image fantôme et j'ai l'impression que mon rayon lumineux violet me provient de cela. Alors vous voyez que dans le cas du cylindre, qui est le plus simple, l'exemple le plus simpliste que je puis vous donner, la seule source S engendrerait une infinité d'images alignées selon une ligne droite. Alors, dans les situations réelles, évidemment, ça va être infiniment plus compliqué, mais ça donne donc une idée de la façon de détecter peut-être la topologie de l'univers en détectant des images multiples et des images fantômes. Autrement dit, dès lors qu'il y a des multiplications d'images, il y a un phénomène qu'on appelle le mirage. Vous savez tous ce que c'est qu'un mirage. Je vous rappelle tout de même ce que c'est qu'un mirage. Un mirage ordinaire, par exemple avec une étendue d'eau, ça c'est simplement dû à la réflexion des rayons lumineux. Donc on a d'une certaine façon une démultiplication des trajectoires des rayons lumineux, mais simplement ici c'est parce qu'on a une surface qui est réfléchie comme un miroir. Dans le désert, c'est la variation de l'indice de réfraction atmosphérique qui courbe des rayons lumineux qui partiraient vers le bas et qui les ferait remonter. Donc on a 2 trajectoires de rayons lumineux, donc on a l'impression de voir un mirage, c'est-à-dire on a l'impression de voir 2 objets. Et vous avez sans doute entendu parler de l'une des grandes découvertes de l'astrophysique et de la cosmologie de ces dernières années, qu'on appelle les mirages gravitationnels, qui sont donc cette fois-ci la démultiplication des trajectoires des rayons lumineux qui sont causées par des objets massifs qui se trouvent sur la ligne de visée d'objets plus lointains. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave.
Alors, donc, par exemple, ici, j'ai l'observateur, j'ai une galaxie très lointaine, j'ai une galaxie intermédiaire ou un amas de galaxies qui va courber l'espace dans son voisinage. Les rayons lumineux ici, issus de cette source, qui est la source réelle, empruntent plusieurs trajets. Et donc, du côté de l'observateur, on a l'impression de voir plusieurs sources de cette source réelle. Plusieurs images, c'est ce qu'on appelle donc un mirage gravitationnel. Alors, ces mirages gravitationnels, qui sont prévus depuis longtemps par la théorie de la relativité générale, n'ont été détectés que dans les années 70, grâce aux 80, grâce au développement évidemment des grands télescopes. Voici une image typique, ne regardez pas toutes ces cochonneries là. Donc le mirage, c'est celui-là. Bon, ce qu'on appelle la croix d'Einstein. Et donc en fait, vous avez les 4 pétales de ce trèfle, ce qui ressemble à un trèfle à 4 feuilles, ce sont 4 images d'une même galaxie qui se trouve derrière cet objet-là, qui lui est l'objet intermédiaire qui déforme l'espace dans son voisinage. Donc c'est ce qu'on appelle un mirage gravitationnel, qui nous donne déjà l'indication que nous sommes de toute façon piégés par certaines illusions d'optique, par la courbure de l'espace qui démultiplie les trajets des rayons lumineux. Sauf que dans les mirages gravitationnels, on n'est pas trop piégé parce qu'il est assez facile de repérer le fait qu'il s'agit de sources fantômes de sources multiples d'une même image, parce qu'elles sont localisées dans une même direction de l'espace, parce que c'est un mirage gravitationnel, ce qui est local, c'est-à-dire que l'illusion d'optique, elle est dans la direction de l'objet qui courbe l'espace, ce qu'on appelle une lentille, la lentille gravitationnelle. Donc les images fantômes, vous les voyez nécessairement juste à l'arrière-plan de l'objet intermédiaire, voilà, parce que c'est un phénomène local dû à la courbure. Si on veut détecter la topologie, eh bien c'est le même genre de phénomène, c'est-à-dire on va avoir un mirage topologique. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui engendre le mirage? Ce n'est pas un objet localisé, ce n'est pas la courbure, c'est la forme globale de l'espace. C'est l'espace lui-même qui joue le rôle de sa propre lentille. Donc il est normal, on le comprend immédiatement, que le mirage topologique va totalement brouiller les pistes, c'est-à-dire va distribuer les images fantômes dans toutes les directions de l'espace, et en plus dans toutes les tranches du passé. Parce que c'est l'espace lui-même qui joue le rôle de la lentille topologique. Donc, un mirage topologique, je vous montre une vision semi-scientifique, semi-artistique d'un mirage topologique qui est engendré justement par ce petit espace-là, que je vous ai montré à un moment, qui vous avait fait sourire, je ne sais pas pourquoi. L'espace hyperbolique de Seifert-Weber, dont le domaine fondamental, c'est un dodécaèdre. Donc, si on vivait dans un tel dodécaèdre et qu'on puisse avoir accès à l'architecture invisible de l'espace, on serait plongé dans cette illusion d'optique, c'est-à-dire que donc, le domaine fondamental, c'est-à-dire l'espace physique, l'espace réel, serait la cellule centrale, qui est bien le dodécaèdre que je vous ai dit, mais vivant dans cet espace, on a l'impression que ce dodécaèdre se répète un nombre infini de fois selon une mosaïque, mais une mosaïque très compliquée, c'est une mosaïque hyperbolique et spatio-temporelle. Donc en fait, on a une infinité de dodécaèdres apparemment qui se construisent chacun sur les faces du dodécaèdre précédent et ainsi de suite. Si l'architecture réelle de l'espace est de cette nature, ce qui est donc tout à fait possible, au moins sur le plan des mathématiques, eh bien, à ce compte-là, eh bien, effectivement, les sondages profonds de galaxies, etc., pourraient suggérer que certaines d'entre elles appartiennent à la cellule fondamentale, c'est-à-dire que ce sont des galaxies originales et les autres sont des images fantômes. Alors on peut argoter sur le mot de fantôme parce que ces images multiples sont tout aussi réelles, ce ne sont pas vraiment des fantômes, elles sont tout aussi réelles que l'image originale, disons. Simplement, les rayons lumineux ont emprunté plusieurs trajets différents pour faire le tour d'un espace très tordu, que j'appelle l'espace chiffonné. J'y viens enfin d'ailleurs à la terminologie un peu bizarre de mon espace chiffonné, parce que c'est comme si je prenais une grande feuille de papier. Tu as encore besoin de ton programme? Bon, voilà, c'est comme si je faisais ça en fait, voilà, avec un espace très très tordu où je fais des identifications de points. Je suis un observateur, je suis dans un pli de l'univers, je regarde une galaxie qui est dans un autre pli, et je vais avoir des rayons lumineux qui vont emprunter une quantité différente de plis différents de l'espace, et nous donner donc en fait avoir une grande illusion d'optique cosmique. Donc pour finir, test observationnel de la topologie. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, rassurez-vous. Donc, je vous dis qu'on va essayer de se fonder donc, sur cet effet de mirage topologique, c'est-à-dire des répétitions d'objets ou de structures. Il y a deux grands types d'objets dont nous avons à notre disposition en cosmologie. Il y a les sources discrètes de rayonnement, qui sont les galaxies, les quasars, les amas de galaxies, etc. Tous les objets qui sont bien localisés dans l'espace, enfin bien, ils sont apparemment localisés au moins en direction.
Et puis il y a ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est donc une source de rayonnement qui, elle, est diffuse dans tout l'espace, et qui est donc n'importe que le rayonnement fossile, le vestige refroidi du Big Bang, cet rayonnement émis par l'univers primitif après à peu près 300 000 années d'expansion. Alors, si on regarde les objets ordinaires, comme les galaxies, les amas de galaxies, les quasars, etc., on va s'intéresser, si l'univers est chiffonné, avec une structure cristalline spatio-temporelle, on va essayer de repérer finalement des sortes de répétitions de schémas qui vont nous signaler que nous sommes en fait dans un cristal cosmique, que l'univers apparent c'est un cristal cosmique, et qui vont donc essayer de statistiquement nous suggérer que peut-être donc l'univers est chiffonné. Alors il ne s'agit pas trop de reconnaître, certains tentent actuellement d'essayer de reconnaître directement des images fantômes, des images multiples de galaxies ou d'amas de galaxies bien connues et bien répertoriées. Voilà. Bon, cette recherche, pour le moment, s'avère infructueuse. Donc on a développé des méthodes peut-être sans doute plus puissantes qui sont des méthodes d'analyse statistique, où on a des grands catalogues de milliers, par exemple, de galaxies, de quasars, etc. Et on va essayer de trouver des corrélations de position dans ces catalogues pour essayer de voir si l'univers est chiffonné ou pas. Donc un exemple de simulation que l'on fait, donc ce sont des techniques que l'on a appelées des techniques de cristallographie cosmique, que nous avons donc développées avec mes collaborateurs à partir des années 96, notamment Marc Lachaiseray et Roland Lehoucq au service d'astrophysique de Saclay. Et donc en fait, bon, grosso modo, un exemple le plus simple qui soit, on suppose par exemple que l'univers est un hypertor, représentable donc par un cube, de par exemple 1 milliard d'années-lumière de côté, qui serait la vraie taille de l'espace, la taille physique. On distribue des galaxies, des amas de galaxies, des quasars, tout ce que vous voulez, et on calcule l'illusion d'optique qui est engendrée dans l'univers observable. Puisque vous savez que l'univers observable aujourd'hui, apparemment, il a un rayon de 15 milliards d'années-lumière. Hein. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, sans le dire vraiment, mais je le dis maintenant, c'est qu'on peut construire évidemment des modèles d'espace chiffonnés dans lesquels la taille réelle de l'espace est beaucoup plus petite que la taille de l'espace observé. Alors donc, on construit ce modèle-là, on calcule l'illusion d'optique, on projette sur une carte. Donc ici, on voit des milliers de points qui sont en fait essentiellement que des images multiples des 50 galaxies originales. Et on n'a aucune information sur la topologie, en fait. Hein. Donc il faut faire des choses plus subtiles pour avoir accès à la topologie. Donc ces choses plus subtiles s'appellent des histogrammes de séparation de paires. Je ne vous en dis pas plus. C'est simplement des techniques qui permettent de mettre des corrélations de position. Et s'il y a des pics sur ces spectres, là, il a disparu le micro. Ah, il est resté là. Voilà. Ça, c'est l'inconvénient d'être méridional, de gesticuler quand on parle. Je fais toujours sauter les micros, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc, si on voit apparaître des pics sur ces histogrammes, eh bien, c'est un signal qu'il y a de la topologie sous-jacente. Et en plus, il y a une signature précise de chaque topologie. Bon, donc on a étudié en fait avec mes collaborateurs depuis quelques années toutes les variantes topologiques des espaces euclidiens, il y en a 18, les espaces hyperboliques, il y en a un nombre infini, donc évidemment on n'a étudié que quelques-unes, et puis les espaces sphériques qu'on est en train d'étudier. Parce que les dernières données expérimentales, comme je vous dis, suggèrent qu'il serait très intéressant d'étudier le cas qui n'avait jamais été étudié jusqu'à présent, des modèles à courbure positive avec un oméga strictement supérieur à l'unité. Parce que pendant de très nombreuses années, on avait cru, pour des raisons de simplification, que le oméga était égal à 1. Ça a daté de Einstein et de Sitter en 1931. Ensuite, on avait commencé à faire des mesures de recensement de la matière et on voyait que de la matière visible et un peu de matière sombre, et on trouvait un oméga très inférieur à 1. Et donc, on pensait qu'on était dans un espace hyperbolique, et il y avait juste les tenants de l'inflation qui disaient « Non, mais il doit y avoir beaucoup de matière cachée bizarre qui en fait, nous sommes dans un espace plat, et personne ne pensait plus à cette possibilité qui est l'espace sphérique. Et actuellement, la balance, pour l'instant, penche en faveur de ces espaces sphériques. Donc, avec toutes les topologies que l'on peut étudier. Bon, je saute tout ça. Il y a des difficultés expérimentales, ce qui est normal. Je n'en parle. Oui, alors actuellement, tout de même, je peux vous dire que je ne peux pas paraître trop fantaisiste, c'est qu'évidemment, maintenant, on applique ces méthodes, les méthodes que nous avons développées, d'analyse statistique, de toutes ces corrélations, etc., nous avons commencé à les appliquer sur des catalogues d'objets simulés. C'est-à-dire, on simule des catalogues, c'est-à-dire on simule des univers dont on sait qu'ils ont une topologie multiconnecte, puisque c'est nous qui les faisons ainsi, qui les créons ainsi dans l'ordinateur, on distribue les objets, et on sait qu'il doit y avoir donc des corrélations, et on met en évidence ces corrélations, tout simplement pour montrer que notre méthode, elle marche, dans le cas idéal. Maintenant, on se confronte aux données réelles.
Les données réelles, c'est quoi pour l'instant? C'est des misérables catalogues. Je suis désolé pour ceux qui font des observations, mais c'est vrai que pour l'instant, on a des misérables catalogues d'amas de galaxies, alors qu'évidemment, il doit exister des centaines de millions d'amas de galaxies. Pour l'instant, il y a à peu près qu'un millier d'amas de galaxies dont on a mesuré ce qu'on appelle les redshifts, c'est-à-dire les distances apparentes. Et 1000 objets, c'est vraiment pas beaucoup, et on ne sonde pas très profondément l'espace. Donc pour l'instant, les catalogues d'objets dont on dispose ne sont pas suffisants, ne sont pas assez profonds donc en profondeur, et ne sont pas assez larges en couverture du ciel pour tester cette hypothèse d'univers chiffonné. Mais dans les 10 prochaines années, les sondages profonds qui se font de façon tout à fait naturelle et indépendante de ces hypothèses, de ces modèles d'univers chiffonnés, rassembleront, je l'espère, suffisamment de données pour embrasser un volume d'espace plus grand et peut-être commencer à voir apparaître des pics sur les histogrammes. Alors en attendant, il y a la deuxième source d'information cosmologique fondamentale qui, elle, a plusieurs vertus. Elle a des défauts parce qu'elle n'est que bidimensionnelle, mais elle a une grande vertu, c'est qu'elle n'est pas affectée par des effets d'évolution. C'est le rayonnement fossile, la source donc du fond diffus cosmologique qui a été émis, je vous le rappelle, à une époque assez précise après le Big Bang. Alors ça, c'est un schéma qui rappelle que en fait, ça c'est un schéma spatio-temporel. Donc dans ces 300 000 premières années, l'univers était opaque parce que c'était un plasma très très dense de particules de rayonnement et le rayonnement était piégé dans la matière. C'est encore parti. Je vais tenir comme ça. Subitement, en quelques dizaines d'années, l'univers est devenu, ce qui est effectivement à l'échelle cosmologique, c'est extrêmement brutal. L'univers est devenu transparent, il est passé opaque au transparent, donc il a émis pour la première fois de la lumière. Enfin, c'est-à-dire que la lumière était déjà là, mais pour la première fois, la lumière s'est libérée de la matière, c'est ce qu'on appelle le découplage, et donc la lumière a pu se propager, et après elle se propage dans l'espace et dans le temps, et elle nous parvient dans toutes les directions du ciel, puisqu'elle nous parvient dans notre passé, c'est forcément dans toutes les directions du ciel, pour donner lieu donc à ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Alors le fond diffus cosmologique, qui est l'une des grandes preuves expérimentales des modèles de Big Bang. En 1992, le satellite américain COBE a mis en évidence pour la première fois ce que les astrophysiciens espéraient, c'est-à-dire les fluctuations de température. La température du fond du ciel est extrêmement uniforme, mais à 10-5 près. La température du fond du ciel, c'est de l'ordre de 2,728-32 degrés Kelvin. Hein, et puis en fait, donc tout ça c'est constant en toutes les directions du ciel, une fois que vous avez enlevé tous les parasites, le mouvement de la Terre, la contribution galactique, etc. Et puis ça varie sur la dernière décimale. Autrement dit, on a un delta T sur T d'un point à l'autre du ciel. Ce que vous voyez là, c'est une carte de ce rayonnement, une sorte de map monde céleste. Donc vous avez toutes les directions du ciel, et simplement ce que l'on a codé, c'est la température de ce rayonnement par des couleurs. Donc les régions les plus chaudes sont en rouge, sombre, et les régions les plus froides sont en bleu. Sauf que l'écart maximal, ce n'est que de 1/100 millième de degré. Donc ce rayonnement est extrêmement uniforme, hein, reflet de l'uniformité de l'univers primitif. Mais malgré tout, il y a des inhomogénéités, et heureusement qu'il y a des inhomogénéités, sinon nous ne serions pas là pour en parler, puisque c'est grâce à ces infimes grumeaux dans la soupe primitive que, par la gravitation, ces grumeaux se sont condensés au cours des milliards d'années de l'évolution cosmique et ont formé toutes les structures astronomiques que l'on repère aujourd'hui, y compris nous. Voilà. Alors, ces fluctuations du rayonnement cosmologique sont extrêmement importantes pour les cosmologistes et en particulier pour tester la topologie de l'univers. Alors pourquoi? Ce sera ma conclusion, rassurez-vous. C'est une méthode donc, qui a été développée qui s'appelle la méthode des cercles dans le ciel. Alors voilà, dernier tout petit effort de réflexion, mais en fait extrêmement simple. Donc vous avez compris que ce rayonnement fossile a été émis à une certaine époque, à la même époque du passé. Et par rapport à nous, c'est forcément, il a l'aspect d'une sphère, de l'intérieur d'une sphère qui nous entoure, dont le rayon apparent est de à peu près 15 milliards d'années-lumière. D'accord? Bon, cette sphère, donc, c'est de cette sphère que est émis ce rayonnement. Donc, prenons un observateur quelconque dans l'espace, O1. Il observe sa sphère, je l'ai appelée LSS parce qu'en anglais, ça s'appelle The Last Scattering Surface, la surface de dernière diffusion. L'observateur O1, il observe sa propre sphère de dernière diffusion, c'est-à-dire il fera sa propre carte du ciel, sa propre carte du fond diffus cosmologique, dans lequel les fluctuations seront placées à certains endroits. D'accord ? Vous prenez un autre observateur éloigné, à quelques milliards d'années-lumière, qui est là. Il observe sa propre carte du fond diffus cosmologique. Ces deux cartes, elles auront la même température moyenne.
sera toujours cette température-là. Parce que c'est vraiment le reflet des propriétés globales de l'univers. En revanche, les fluctuations, les taches chaudes et les taches froides ne seront pas placées au même endroit. Il n'y a aucune raison, on s'est déplacé dans l'espace. Elles ne seront pas placées au même endroit. Donc, la dernière décimale sera distribuée de façon différente. Voilà. Alors, si ces deux observateurs ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre, c'est-à-dire au moins de 15 milliards d'années-lumière, leurs deux sphères se coupent. Les deux sphères se coupent selon quoi? Selon un cercle. Donc en fait, ils pourraient se mettre d'accord, ces deux observateurs, que le long du cercle d'intersection entre les deux sphères, entre les deux surfaces de dernière diffusion. C'est-à-dire que ce n'est que le long d'un cercle dans le ciel, pardon, vous ne voyez rien évidemment, ce n'est que le long d'un cercle dans le ciel que les deux observateurs s'apercevraient que la variation infinitésimale delta t sur t, c'est la même, le long d'un cercle unique. Ailleurs, partout ailleurs, ce serait différent. Voilà. Bon, ça, c'est une situation absolument standard. Maintenant, pour terminer, supposons que l'univers, il est chiffonné. Autrement dit, mon observateur O1 et O2, ce ne sont pas deux astronomes extraterrestres séparés d'un milliard d'années-lumière, c'est le même. C'est nous, c'est nous-mêmes, c'est notre image fantôme. D'accord? Donc, en fait, ce qui était deux sphères de dernière diffusion correspondant à deux observateurs différents se coupant selon un seul cercle devient une seule sphère de surface de diffusion, vous m'avez compris, qui s'auto-coupe, qui s'auto-intersecte selon plusieurs cercles. Donc nous, observateurs dans un univers chiffonné, on doit voir des paires de cercles dans le fond diffus cosmologique. C'est-à-dire on doit voir dans les fluctuations du fond diffus cosmologique, on doit trouver, on ne va pas les voir comme ça évidemment, on ne va pas les voir dessinés à la craie dans le ciel, il faut les chercher par des méthodes extrêmement complexes, il faut trouver des cercles, on ne sait pas où ils sont, on ne connaît pas leur diamètre, on ne connaît pas leur centre, mais si l'univers est chiffonné, il doit y avoir des paires de cercles le long desquels le profil de température, par exemple le delta T sur T variant de 0 à 360 degrés le long du cercle, ben, il va être exactement le même le long de ces deux cercles. Si on trouve ce type de cercle, on saura que l'univers est chiffonné. Donc voilà, des cercles dans le ciel. Alors ça, c'est des simulations numériques extrêmement simples qui ont été faites pour des univers euclidiens, c'est pour ça que c'est super simple, hein, l'hypertorique, etc. Donc voilà, ici c'est par exemple l'hémisphère nord et l'hémisphère sud du fond diffus cosmologique. Et bien dans cet univers hypertorique très simpliste, si on parcourt ce cercle-là, on mesure un certain delta t sur t, on trouve un cercle homologue antipodal aux antipodes, on le parcourt dans l'autre sens et on trouve les mêmes fluctuations de température. Et on saura donc que l'espace est un hypertor. Alors évidemment, il y a peu de chances pour que ce soit un hypertor, c'est certainement beaucoup plus compliqué que ça, mais donc c'est une méthode qui est extrêmement prometteuse. Je vous montre, pour finir, je vous le promets, c'est la dernière simulation numérique d'un univers hypertorique qui est, je vais appeler, relativement grand. C'est un univers qui est multiconnexe, qui est chiffonné. L'espace, c'est un hypertor, mais en fait, l'espace, il est assez grand. Il est tellement grand, il est plus grand que la surface de dernière diffusion. C'est-à-dire, il est plus grand que l'espace observé. Donc, en fait, c'est ce qui est illustré ici. Donc, en fait, les surfaces de dernière diffusion ne s'auto-intersectent pas, et donc on n'en verra pas de cercle. Donc, la topologie, il y a de la topologie, elle restera à jamais indétectable, parce qu'elle n'agira que sur une échelle supérieure à l'échelle de l'univers observable. Bon, c'est très simple en fait à comprendre. Deuxième cas de figure, toujours le même, mais on resserre un petit peu les choses. Bon, voilà. C'est un univers hypertorique que l'on va qualifier de moyennement petit. C'est-à-dire l'espace est toujours un hypertor, mais cette fois-ci, il est un peu plus petit que la surface de dernière diffusion, ce qui est indiqué sur le canevas de gauche. Donc, en fait, celle-ci s'auto-intersecte un certain nombre de fois, c'est-à-dire elle fait le tour de l'espace dans toutes les directions et se recoupe. Et donc, dans cette simulation-là, on observe 3 paires de cercles homologues. D'accord? Alors, vous imaginez qu'au plus l'espace est petit, au plus il y a des paires de cercles. Donc, voici un espace, décidément, voilà. Voici un espace hypertorique qui serait très petit, par exemple, je ne sais pas, un hypertor dont la taille est de 5 milliards d'années-lumière au lieu de 15, la sphère de dernière diffusion s'auto-intersecte un très grand nombre de fois et on aurait un très grand nombre de paires de cercles corrélés. Voilà. Alors, cette technique est d'autant plus intéressante que
Vous savez peut-être qu'il y a deux projets de satellites de détection des fluctuations du fond diffus cosmologique qui vont être lancés. Il y en a un qui est lancé ce mois-ci aux États-Unis, qui s'appelle le satellite MAP, MAP 2001. Et puis le satellite européen Planck Surveyor, qui va être lancé, on espère, aux alentours de... Je voulais que je mette quoi pour vous faire plaisir? Ceux qui travaillent sur Planck. 2006? Allez, voilà. Bon, au mieux. Voilà. Alors Planck aura une qualité tout de même un peu supérieure à celle de MAP. Voilà. Mais l'intéressant, voilà. L'intéressant, c'est que ces cartes du rayonnement fossile qui seront données par MAP et par Planck seront des cartes à la fois à très haute résolution angulaire. Oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette magnifique carte qui a été prise par Kobe en 92, elle est très belle, mais elle est d'une grossièreté, enfin, d'une imprécision absolument invraisemblable. C'est-à-dire que les taches chaudes et les taches froides sont extraordinairement mal localisées, et même si l'univers il est minuscule, on ne verrait jamais des paires de cercles dans une carte comme ça. Il faut une très très haute résolution angulaire, c'est-à-dire il faut avoir une granulation extrêmement fine des taches chaudes et des taches froides, quasiment au pixel près, pour espérer détecter éventuellement des paires de cercles corrélés. Non seulement ça, mais il faut aussi une grande couverture de ciel. Parce que les fameuses expériences Boomerang, Maxima, dont on a beaucoup parlé l'année dernière et dont on reparle aujourd'hui, qui ont permis justement de détecter avec une assez bonne précision le oméga total, ce ne sont que des cartes à très haute résolution angulaire, mais de minuscules régions du ciel. Par exemple, 4% seulement du ciel par Boomerang. Et donc, on ne teste que des propriétés locales, c'est-à-dire la courbure, effectivement. Et on ne peut pas tester la topologie, puisque pour tester la topologie, il faudrait avoir accès à d'autres régions pour essayer de voir des paires de cercles corrélés. Donc, c'est pour ça qu'il faut des cartes à la fois à très haute résolution angulaire, mais à très grande couverture du ciel pour tester la topologie par la méthode des paires de cercles. Donc, 2001, première étape, et puis 2006, deuxième étape. Et donc, nous avons des programmes d'analyse des résultats sur ces expériences-là. Et donc, pour finir, cette fois-ci, c'est vraiment vrai, je vous remonte une image que j'ai déjà montrée au début, le cristal cosmique hyperbolique, en vous lisant une citation littéraire. J'avais commencé par Nina Berberova, et je finirai par José Luis Borges, le fameux écrivain argentin, qui est un petit peu le Escher de la littérature, qui imaginait toujours des espaces littéraires extrêmement subtils, biscornus et tordus. Et dans sa célèbre nouvelle « La bibliothèque de Babel », il nous dit la chose suivante. L'univers que d'autres appellent la bibliothèque se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun des hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. La distribution des galeries est invariable. Dans le couloir, il y a une glace qui double les apparences. Les hommes en tirent conclusion que l'univers bibliothèque n'est pas infini. Si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire? Merci. Merci Jean-Pierre. Ça y est? Bien, je vous laisse la parole. Je pense que vous avez certainement des questions. Alors souvenez-vous les règles du jeu. Vous attendez que je vous tende le micro, car les questions et les réponses sont enregistrées, comme toute cette conférence d'ailleurs. Ah, tu ne m'avais pas dit. Bah non, ouais. Mais c'est une illusion. Oui. Merci. Dans la croix d'Einstein, pourquoi a-t-on 4 points et non pas un cercle, puisque le rayonnement de la source est isotrope? Alors vous avez absolument raison de noter que dans le cas idéal, où on aurait un observateur, une lentille gravitationnelle, une galaxie, et un objet à l'arrière-plan exactement situé sur la ligne de visée, on aurait évidemment une situation symétrique et on observerait un anneau. L'ensemble des images multiples serait distribué selon un anneau. Ce cas avait été prévu justement par Einstein,
On appelle ça donc l'anneau d'Einstein. Vous savez bien que la nature ne réalise jamais des situations parfaites. Les objets ne sont pas exactement sur la ligne de visée, les lentilles ne sont pas exactement sphériques, donc on voit des morceaux d'anneaux. Typiquement, les 4 images, les 4 pétales du trèfle à 4 feuilles sont 4 morceaux en fait, d'un anneau qui serait parfait si la galaxie intermédiaire était exactement sur la ligne de visée. On observe aujourd'hui plusieurs dizaines de mirages gravitationnels, tous ont des configurations différentes et tous montrent des légères variations par rapport au cercle parfait. Tous ces mirages sont absolument extraordinaires. Leur structure détaillée, les écarts angulaires entre les images fantômes par exemple, permettent d'accéder à des propriétés géométriques extrêmement importantes de l'espace au voisinage de la lentille qui crée ce mirage gravitationnel. On pourrait faire la remarque que la méthode des cercles dans le ciel pour la topologie se heurtera à ce même genre de difficultés. Il est évident que c'est dans une situation assez idéale, où on aura des cartes extrêmement propres du fond diffus, etc., avec des taches chaudes et des taches froides très très bien localisées, et pas d'effets perturbateurs dans le trajet des photons, 15 milliards d'années-lumière, pour venir jusqu'à nous, que l'on aurait des paires de cercles parfaitement corrélés. Il est clair que dans les situations réelles, les cartes que nous aurons de Map puis de Planck, il y aura des biais observationnels, des erreurs instrumentales, etc., qui feront qu'on n'observera pas, même s'il y a de la topologie, on n'observera pas des paires de cercles parfaits, mais des morceaux de cercles. Donc c'est l'un des travaux justement que nous nous attachons à développer, c'est tenant compte de tous les biais instrumentaux, les erreurs instrumentales et ainsi les effets physiques perturbateurs, comment essayer de reconnaître encore des paires de cercles corrélés dans un univers chiffonné. Est-ce que nous avons un soupçon que l'espace soit chiffonné? Alors ça dépend du type d'enquête policière que vous menez. Le soupçon dépend, essentiellement si vous menez plutôt une enquête très pratique sur le terrain, c'est-à-dire donc si vous regardez en détail les données actuellement disponibles et que vous essayez de trouver un signal topologique, là la réponse c'est que pour l'instant, non, il n'y a pas de signal topologique. Si vous maintenez une enquête, si vous tenez une enquête plus théorique, en restant dans le bureau, mais en faisant des choses aussi intéressantes d'ailleurs, il y a des arguments théoriques en faveur de l'hypothèse de l'univers chiffonné. Ces arguments théoriques qui sont liés au développement de théories essentiellement de cosmologie quantique qui essaient de décrire la structure globale de l'espace peu après le Big Bang, quand on décrit dans des scénarios qui décrivent en fait la structure de l'univers, c'est-à-dire la naissance de l'univers, tout ça entre guillemets, par une fluctuation spontanée du vide quantique. Voilà. Donc on peut calculer des probabilités pour que ce vide quantique fluctuant engendre tel ou tel type d'espace. Et donc dans certaines solutions approchées de ces théories encore en développement, il y a des probabilités plus grandes d'engendrer des univers chiffonnés plutôt que des univers non chiffonnés. Mais tout cela reste très spéculatif. Donc les mathématiques sous-jacentes, elles sont là, elles sont très solides. A priori, il n'y a pas de raison pour que la nature ait choisi, malgré ce que l'on appelle le principe de simplicité auquel on fait dire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire tout et son contraire, il n'y a aucune raison particulière pour que la nature ait choisi, si tant est que la nature puisse choisir une forme d'espace simplement connexe, par exemple. Donc toutes ces possibilités théoriques sont dignes d'être étudiées et donc, en fait, la balle, pour l'instant, elle est dans le camp, effectivement, des observations. Et comme je le disais, pour l'instant, les observations sont si peu profondes que ça donne simplement des contraintes sur la taille minimale d'un espace chiffonné. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir observé de façon évidente des images fantômes d'objets relativement connus, comme des amas de galaxies proches, etc., impose une taille minimum sur l'espace. Il est peut-être chiffonné, mais il n'est pas si petit que ça. Et les contraintes actuelles, ça dépend un petit peu si on suppose que l'espace est euclidien, sphérique ou hyperbolique. Pour le cas euclidien, par exemple, les contraintes actuelles, c'est de l'ordre de 5 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que si l'espace est euclidien, les observations actuelles excluent, par exemple, un hypertore plus petit que 5 milliards d'années-lumière. Malgré tout, si on avait un hypertore de 6-7 milliards d'années-lumière, on pourrait caser plusieurs dizaines d'images fantômes de chaque source. Et si on prend un espace hyperbolique, c'est beaucoup plus spectaculaire. Oui, je ne vais pas donner des chiffres sur le mirage topologique qui serait engendré par ces modèles. Si on prend par exemple un espace hyperbolique, de relativement petit volume, avec une
valeur de oméga de l'ordre de 0,3, une valeur qu'on a longtemps considérée comme plausible jusqu'à ces dernières années, on peut caser jusqu'à 25 000 fois le domaine fondamental, par exemple un dodécaèdre, à l'intérieur de l'horizon, c'est-à-dire de l'univers observable, c'est-à-dire un gigantesque mirage topologique. Jean-Pierre, excusez-moi, je vais poser une question. Peut-on imaginer que l'univers ait la topologie d'une tome de gruyère, par exemple, avec des trous à l'intérieur? Alors avant de le couper, il y aurait des trous. Quel serait le statut de ces trous? Alors, là, il s'agit bien de la topologie de la forme de l'espace lui-même et non pas de la topologie de la distribution du contenu matériel. Parce qu'il y a certains papiers qui appellent topologie cosmique la répartition une description précise de la répartition de la matière dans l'espace, le fait qu'il puisse y avoir des grands filaments entourant des grandes bulles de vide, etc. Hein. Il est bien entendu que on ne parle pas de cette topologie-là. Je suis d'accord. Hein, parce que le modèle du gruyère a parfois été, le Swiss cheese model a parfois été utilisé pour décrire la distribution de matière. Si on veut décrire la distribution de l'espace, bien oui, bien entendu, il s'agit d'espace hyperbolique. En fait, vous prenez n'importe quel espace très simple, à partir du moment où vous creusez des trous, vous créez des espaces hyperboliques. Vous prenez une feuille de papier, là, vous creusez 2 trous dedans, vous transformez ça, en fait la topologie, ça devient la topologie d'un espace hyperbolique. C'est pareil à 2 dimensions. À 2 dimensions, toutes les surfaces à plus de 2 trous sont des surfaces hyperboliques, c'est-à-dire à courbure négative. Par exemple, le double tore. Hein, et puis la fougasse, on appelle les fougasses hyperboliques. Donc, hein, voilà, quand on va chez la boulanger, en fait, on se demande toujours, mais c'est quoi les espaces hyperboliques? C'est très compliqué, mais pas du tout. Vous allez sur le boulanger, vous lui demandez une fougasse, vous avez des espaces hyperboliques devant vous. Voilà. Bon, à 3 dimensions, c'est pareil. Donc l'analogue des trous dans le gruyère ne serait pas visible vraiment sous forme de trous, mais topologiquement, ça aurait la structure d'espace hyperbolique. Sauf que ce serait du non-espace, et que le non-espace pourrait être inclus dans l'espace. Oui, c'est ça. Ce que je suis en train de... Oui, justement, la confusion est... Voilà. Serait d'analyser uniquement le comportement des rayons lumineux au voisinage de ces trous. Mais les trous, on ne le verrait pas puisque c'est du non-espace. Évidemment, le non-espace, il est pâtissé par des rayons lumineux et on ne peut pas voir le non-espace. Hein, voilà. Donc on n'en mangera que le gruyère et pas les trous. Voilà, c'est terrible. Ce qu'on fait d'habitude, d'ailleurs. Merci. Un problème se poserait-il pour les observateurs, pour les astronomes, si l'on peut montrer et calculer que la constante de Hubble est variable dans l'espace et dans le temps? Je pensais, mais c'est une pensée qui me vient à brûle-pourpoint, sans calcul préalable, est-ce que les calculs constateraient une différence d'observation et de calcul entre la vitesse de récession d'une galaxie et la vitesse théorique s'il s'agissait d'une image? Est-ce que je m'explique bien? La constante de Hubble porte un très mauvais nom, puisque ce n'est pas une constante. On devrait l'appeler le paramètre de Lemaitre. Si vous avez lu mon bouquin qui s'appelle L'invention de Big Bang, il y a 3 ans. Voilà. À partir des premières données observationnelles sur le redshift dans les années 27, c'est Lemaitre qui est la première fois à essayer à trouver une relation apparemment linéaire, approximativement linéaire, entre les décalages spectraux, etc., c'est-à-dire ce qu'on a appelé après la loi de Hubble. Si on a une droite parfaite entre le décalage spectral, ou donc la vitesse apparente de fuite, et la distance des objets, on aurait effectivement une vraie constante au cours du temps. Mais en fait, à cause d'une géométrie sous-jacente, qui peut être donc, hyperbolique, sphérique, etc., il n'y a pas une stricte loi de proportionnalité. Et l'un des tests observationnels, d'ailleurs, de la courbure de l'espace à grande échelle, c'est éventuellement de voir un écart dans la loi de Hubble, à grande distance, où on voit un infléchissement de cette droite vers le haut ou vers le bas, indiquant que nous sommes plutôt dans une géométrie hyperbolique qu'une géométrie sphérique. Donc en fait, ce que l'on appelle la constante de Hubble, c'est un paramètre
qui est en fait quelque chose qui ressemble à ça, et qui varie au cours du temps. De toute façon, ça varie au cours du temps. Alors en revanche, étant donné qu'on fait l'hypothèse que l'univers est spatialement homogène, c'est censé être le même entre chaque point de l'espace à un instant donné. Alors, bon, je ne sais plus vraiment donc comment répondre à votre question, parce que donc vous partiez sur l'idée que ce paramètre était une constante spatiale et temporelle, mais ce n'est pas une constante. Les modèles cosmologiques reconnaissent parfaitement que ce n'est pas une constante. Et ces effets, on en tient évidemment compte. Vous avez montré une diapo qui présente le point S qui est reproduit plusieurs fois selon une... Oui, 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 tout à fait, oui. Je m'explique difficilement, mais j'imagine que les points, s'ils sont les images multiples d'un seul point, ils auraient, de par leur distance, en quelque sorte, il y aurait une proportion dans leur déplacement selon la distance. Mais s'il s'agit de points différents, est-ce que l'on aurait le même résultat observationnel? Donner une illusion d'optique si subtile que l'on ne saurait absolument pas faire la différence entre une vraie répétition d'images d'un même objet et une distribution d'objets différente, mais une distribution astucieuse, par le fait du hasard, d'objets extrêmement différents. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis en œuvre plutôt des méthodes d'analyse statistique plutôt que de nous interroger, plutôt que de nous intéresser à des objets individuels qui pourraient éventuellement être les images multiples. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Tu veux ton micro? Absolument. Oui, l'une des questions que je me pose, c'est celle-ci. Vous avez des topologies différentes, des hypothèses de topologies différentes. Qu'est-ce qui a priori dit que l'univers, enfin, les topologies ont toujours gardé les mêmes propriétés, qu'elles ont toujours été identiques, puisque certains posent la question de savoir si les constantes physiques que l'on a sont des constantes physiques que l'on a à l'instant où nous les avons connues et qu'elles n'ont pas changé dans le temps. Pour l'instant, c'est la théorie de base qui sert à calculer les modèles cosmologiques. En théorie de la relativité générale ordinaire, c'est-à-dire classique, c'est-à-dire sans effet quantique, il y a des théorèmes mathématiques qui prouvent qu'il ne peut pas y avoir de changement topologique. C'est-à-dire que si l'on fixe la topologie sur des données initiales, ce qu'on appelle des données initiales dans un problème en relativité générale, c'est par exemple des données géométriques sur une hypersurface spatiale, sur une section spatiale, et que l'on fait évoluer ces sections spatiales par les équations d'Einstein, on peut démontrer qu'il ne peut pas y avoir de changement topologique. On démontre aussi qu'il peut y avoir des changements topologiques uniquement si on incorpore des effets quantiques dans la relativité générale. Et donc dans les théories encore très spéculatives de gravité quantique, de supercordes, etc., il y a des transitions topologiques. Et ces transitions topologiques, elles se passent à sortir de la fameuse ère de Planck, c'est-à-dire à 10 puissance moins 43 secondes. C'est-à-dire dans le schéma idéal où on aurait une théorie
qui expliquerait la naissance de l'univers ou de multiples univers par fluctuation spontanée des vides quantiques, avec les théories de gravité quantique, les calculs de probabilité des fonctions d'onde de ces univers permettraient dans l'idéal également de fixer la topologie pour sortir de la transition. Pour l'instant, on ne sait pas faire du tout ce genre de choses. Donc si l'univers a une topologie de l'espace de Schaeffer Weber maintenant, par exemple, il l'a depuis 15 milliards d'années, moins 10 puissance moins 43. Ma question toute simpliste peut-être, mais si l'univers est siphonné, ça veut dire qu'on voit plus de matière qu'il y en a réellement. Donc, à ce moment-là, vous augmentez encore le problème des gens qui cherchent la matière sombre. Parce que la matière sombre serait encore plus importante qu'elle n'est. Non, en fait, ça ne change absolument pas le problème. Parce que moi, le problème de la matière sombre, c'est en fait un problème local. C'est-à-dire que si on cherche la matière sombre, c'est pour déterminer la courbe. Expérimentalement, comment fait-on pour essayer de détecter aujourd'hui la matière sombre? Bien, par exemple, on observe une courbe de rotation d'une galaxie spirale. On va s'apercevoir, par exemple, que les vitesses anciennes de certaines étoiles loin dans le disque sont plus grandes que ce à quoi on s'attendrait s'il n'y avait pas de matière sombre. Donc, on va dire que la galaxie spirale, elle a 10 fois plus de matière sombre que de matière visible. Et ceci, c'est extrêmement local. Ce n'est qu'une galaxie spirale. C'est un objet extrêmement localisé dans l'espace. Ensuite, on va prendre par exemple le cas de mesure sur des amas de galaxies, sur une portion de l'espace un peu plus grande, même petite par rapport à l'univers dans son ensemble. Et bien, dans un amas de galaxies, on va mesurer que les vitesses d'agitation moyenne de galaxies autour du centre de gravité dans l'amas seront un peu plus grandes que ce que prévoirait une théorie sans matière sombre. Donc, on va dire qu'il y a 10 fois plus de matière sombre dans l'amas de galaxies. Même chose avec les mirages gravitationnels. Vous avez un mirage gravitationnel. L'écart angulaire des images, il est d'autant plus grand que la lentille est puissante. Autrement dit, que la lentille est massive. Donc, en fait, par l'analyse des mirages gravitationnels, on a accès aux quantités de matière sombre qui sont dans les lentilles. Et là encore, on trouve qu'il y a au moins 10 fois plus de matière sombre. Encore une fois, c'est local. Et après, ce n'est qu'à cause de ce qu'on appelle le principe cosmologique, c'est-à-dire qu'il consiste à généraliser ce que l'on observe localement à l'ensemble de l'univers, pour en faire justement un modèle d'univers homogène et isotrope, que l'on va dire que si l'on mesure telle quantité de matière sombre dans une portion de région, un volume d'espace significatif, on peut transposer au reste de l'univers. La topologie, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Ça ne change strictement rien aux questions de matière sombre et aux déterminations du oméga matière et du oméga lambda. Une question? Oui. Le cosmologiste théoricien propose-t-il une explication quant à l'existence de l'anisotropie du fond diffus? Autrement dit, je pense aux ondes gravitationnelles d'un événement, l'inflation peut-être antécédent à l'ouverture de la lumière. L'une des questions les plus le plus agité des théoriciens, et qui continue évidemment à les agiter le plus, c'est de trouver l'origine de ces fameuses anisotropies, ces fluctuations, donc fluctuations angulaires de la température du fond diffus cosmologique. On veut trouver une origine antérieure. Ici, on voit simplement une carte datant de 300 000 ans après le Big Bang. On cherche, les physiciens essaient de trouver une cause antérieure, un phénomène dans l'univers très primitif, qui aurait engendré ce spectre de fluctuation. Voilà. Alors, si l'inflation, ce modèle spéculatif, comme vous l'avez dit, physique de très hautes énergies, qui aurait eu des effets sur l'univers primordial à des époques comprises en grosso modo entre 10 puissance moins 43 secondes pour le premier découplage et 10 puissance moins 35 secondes pour le second découplage, la théorie de l'inflation a plusieurs vertus. L'une des vertus, c'est de prédire le spectre de fluctuation qui est engendré à cette époque-là, qui se répercute au bout de 300 000 ans pour donner quelque chose qui ressemblerait à peu près à ça. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit aujourd'hui, parce qu'on publie les résultats expérimentaux, on dit que l'univers est plat et que l'inflation est confortée. Ce que l'on oublie de dire, c'est qu'il existe d'autres modèles qui peuvent expliquer le spectre de fluctuation qui est observé, sans passer du tout par l'inflation. Sauf que ces modèles ne sont encore pas très populaires parce qu'ils sont extrêmement compliqués. C'est ce qu'on appelle les cosmologies branaires. La théorie des branes,
c'est une théorie qui se développe actuellement, qui développe les théories des supercorps, qui généralise les théories des supercorps. Ce sont des tentatives donc de l'unification des interactions fondamentales, mais en changeant complètement les concepts géométriques traditionnels. On travaille dans des espaces à 11 dimensions, ou 26 dimensions, et ainsi de suite, avec je suppose des supersymétries, des supergravités, peu importe. Et aujourd'hui, la théorie la plus prometteuse s'appelle la théorie des Brane, où on suppose qu'en fait l'espace est multidimensionnel et que l'espace tridimensionnel que nous percevons, avec l'espace quadridimensionnel, ce qui est des sections spatiales, résulte en fait de collisions entre des branes de dimension supérieure. Et donc on ne voit que des sections, des intersections quadridimensionnelles d'espace à dimension supplémentaire. Et bien dans ces cosmologies dites branaires, qui sont en train de se développer et qui ont une énorme vertu, c'est de supprimer les singularités initiales, de supprimer le Big Bang, et donc on peut faire des modèles de pré-Big Bang dans ces cosmologies branaires, ce qui est très intéressant. Ces cosmologies branaires expliquent également, dans certains modèles, le spectre de fluctuation initiale sans aucunement passer par le modèle alphatoire. Donc l'un des enjeux extrêmement intéressants dont on ne parle pas beaucoup en général dans la presse, parce que le sujet est très compliqué, effectivement, l'un des enjeux de des observations de MAP et de Planck, c'est pas seulement de tester, d'avoir des meilleures fourchettes de valeur sur la courbure, éventuellement de tester l'inflation, c'est également de commencer à tester ces cosmologies encore beaucoup plus spéculatives, mais plus riches et intéressantes en fait que le modèle alphatoire, qui sont ces cosmologies à dimension supplémentaire. Non, tu triches, toi. Merci. En principe, l'interaction gravitationnelle devrait exister entre un objet et ses homologues dans l'espace universel de recouvrement. Puisque, en gros, c'est des déformations de l'espace qui se propagent un peu comme la lumière. Bon, ça n'a pas d'intérêt pour les dimensions actuelles, mais est-ce qu'avec des facteurs d'échelle beaucoup plus petits, cette interaction gravitationnelle multiple va amener à quelque chose? Oui, une question extrêmement intéressante. Si l'univers est chiffonné, petit, bon, effectivement, il l'a été depuis quasiment le début. Et au début, en fait, l'espace était... Non, il a pu effectivement y avoir des interactions gravitationnelles et des effets sur le spectre des ondes gravitationnelles, notamment des effets de discrétisation, parce qu'on est dans un espace périodique, si vous voulez, qui se seraient effectivement manifestés dans l'univers très primordial. Le problème, c'est qu'actuellement, ce sorte d'effets Casimir gravitationnels, etc., on ne sait pas bien les calculer, parce qu'on n'a pas de théorie satisfaisante de théorie quantique en espace en cours. On ne sait pas calculer correctement les choses, mais il y a plusieurs théoriciens qui commencent à travailler sur ces problèmes-là, c'est-à-dire essayer d'analyser les effets du type de ceux dont vous parlez, dans l'univers très primordial, des effets de topologie fermée, par exemple l'univers hypertorique, etc., commence à affecterait le spectre gravitationnel, par exemple, ou d'autres phénomènes de fusion de haute énergie. On ne sait pas encore vraiment bien calculer les choses. Bien, eh bien, encore une fois, merci Jean-Pierre.